Je vais maintenant convier Dorothée Rieu. Bienvenue, Dorothée. Donc, Dorothée est docteure en neurosciences. Elle est fondatrice de Mediamento, l'Institut d'études cognitives des médias et de la publicité. Elle est spécialisée en neuropsychologie. Elle a effectué de nombreux travaux sur la mémoire, on va en parler, en laboratoire de recherche à l'INSERM, avant de rejoindre le secteur des études marketing. On a souhaité évoquer avec Dorothée la relation au temps, expliquée peut-être par les neurosciences. Alors, je te propose une première question, Dorothée, sur le fonctionnement du cerveau et ce système de mémoire. Quels sont les différents systèmes de mémoire identifiés par la recherche? Quelle est celle la plus sensible peut-être ou la plus impactée dans les moments que l'on vit actuellement ou dans les moments de crise ou critiques? Merci pour cette invitation. Pour tout dont je vais vous parler par la suite, il faut un minimum de connaissances sur comment fonctionne la mémoire. Donc, ça demande, allez, 3-4 minutes de concentration. Comme ça, vous aurez les bases et après, on pourra justement on pourra discuter de tout ça. Donc, chez tout être humain, il y a 3 principaux systèmes de mémoire. Vous connaissez tous la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. Et je parle donc des 3 systèmes de la mémoire à long terme, ce qui va rester plus ou moins longtemps dans votre tête. Ces 3 systèmes sont 1. La mémoire procédurale, c'est ce qui arrive en premier chez les enfants quand ils se développent. Ensuite, il y a la mémoire sémantique qui s'installe. Et enfin, vers l'âge de 4 ans environ, de manière assez consolidée, la mémoire épisodique. Ces 3 systèmes de mémoire sont très dépendants les uns des autres, mais que dans un sens en fait. La mémoire procédurale, c'est celle qui s'est installée en premier dans notre cerveau, c'est la plus solide. C'est celle qui est la moins touchée quand on voit des patients qui ont eu des AVC, des traumas, des maladies, dégénérescence, Alzheimer, tout ça. C'est la mémoire qui est la plus préservée. La mémoire procédurale, c'est savoir-faire. Donc, c'est savoir-faire du vélo, c'est savoir faire son digicode, son code bancaire, toutes ces choses-là, ou si on commence à réfléchir, ça s'envole. Tout est très automatique. Si vraiment, quand vous retirez de l'argent, vous commencez à réfléchir à votre code, ça peut vraiment s'embrouiller dans votre tête. Il faut que ce soit automatique. Donc, si on vous fait une farce et que le clavier est un peu inversé, vous n'y arrivez plus du tout. Donc ça, c'est le savoir-faire. Aussi bien dans les gestes, on appelle ça les habiletés motrices, que dans les connaissances qui arrivent toutes seules. Donc cette mémoire-là, procédurale, on ne va pas trop en parler, elle est assez inconsciente et très préservée, comme je le disais. Ensuite arrive le deuxième système de mémoire, c'est le système de la mémoire sémantique. Ça, c'est non plus le savoir-faire, c'est le savoir. Savoir, connaître les choses qu'on partage tous en général, et c'est comme ça qu'on peut échanger et avoir un mode de communication entre nous. Ce sont des connaissances essentiellement verbales, mais ça peut être aussi des connaissances par rapport à des lieux, pour se repérer dans l'espace, une carte géographique, c'est toutes nos connaissances. Donc, cette mémoire-là, sémantique, si quelquefois la mémoire procédurale était touchée, elle serait également touchée. C'est un système de mémoire qui s'emboîte. La plus solide, si elle est touchée, elle va impacter toutes les autres. Par contre, la mémoire sémantique peut être touchée sans que la mémoire procédurale soit touchée. C'est vraiment comme des poupées russes. Et enfin, la dernière mémoire, c'est la mémoire épisodique. Souvent, quand on parle de mémoire, on parle de celle-là en fait. La mémoire épisodique, c'est se rappeler des épisodes qui vous concernent personnellement. Donc, certes, vous savez ce qu'est un hamburger ou un poulet frites, mais est-ce que vous en avez mangé hier? Ça, c'est votre souvenir. C'est ce souvenir. C'est pas savoir, c'est ce souvenir. Et c'est la mémoire la plus fragile. Vraiment la plus fragile qui est touchée dans beaucoup de traumatismes crâniens, dans les démences, par exemple la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment la mémoire qui est le plus rapidement touchée et la plus fréquente. Et si la mémoire sémantique, comme c'est une imbrication avec les poupées russes, la mémoire épisodique peut être touchée seule, puisque c'est la dernière, sans toucher les autres. Par contre, si la mémoire sémantique est touchée, il y a de fortes chances qu'il y ait aussi des troubles de la mémoire épisodique.
Pourquoi? Parce que quand vous mémorisez des souvenirs, vous le mémorisez avec du sens, avec des connaissances, avec des mots, avec des lieux, avec des repères spatio-temporels, vous où vous étiez par rapport à ce souvenir. Donc cette mémoire épisodique est très très fragile. Et, et, et après maintenant, je peux basculer peut-être un petit peu sur le contexte d'aujourd'hui, surtout de celui qu'on a vécu pendant le confinement. Beaucoup d'entre nous qui étions confinés, c'est-à-dire qu'on n'allait pas travailler dans nos bureaux, on a rompu la routine quotidienne qu'on avait. On a peut-être en plus changé de maison pour se confiner. Dans tous les cas, quand on était enfermé, donc avec très peu de moyens de mettre des repères spatiaux temporels, notre mémoire épisodique a été extrêmement touchée. Donc, dans beaucoup de choses, la mémoire épisodique, c'est aussi la mémoire, certes, de ce qui s'est passé, mais de ce qu'on va faire, prospective. C'est, tiens, je me lève et je vais aller chercher ça dans le frigo et je vais faire ma liste de courses de ça, ça, ça. Et on s'est tous rendu compte qu'au début du confinement, avec certes aussi l'anxiété, mais surtout le manque de repères spatio-temporels, on a été un peu déboussolés et on s'est mis, pour beaucoup d'entre nous, à noter, à faire des listes, à faire des petits agendas différents d'habitude, à mettre plein de routines en place pour arriver à se repérer dans le temps et avoir aussi justement ces fameuses routines d'appeler telle personne presque tous les jours, à la même heure, quoi, pour fixer des horaires dans le temps, puisqu'on ne se déplaçait plus pour aller d'un lieu à un autre. Et donc, cette mémoire épisodique a été très, très, très impactée pendant le confinement et peut l'être encore un peu aujourd'hui si nos routines quotidiennes sont encore non régulières et différentes de notre vie d'avant. Elles sont en train de se remettre au fur et à mesure, mais on a quand même pas mal de repères spatiaux et temporels qui sont encore modifiés. Dans les différentes relations temps que l'on souhaite aborder cette année, on a souhaité parler de dictature du présent et d'infobésité. Quels sont pour toi les impacts de ces éléments sur notre cerveau et comment on peut les gérer ou y remédier? Alors ça, c'est un vaste sujet. J'ai fait déjà plusieurs fois des conférences entièrement consacrées que au sujet de l'infobésité. Donc, on en entend souvent parler par rapport aux enfants. Donc, mais là, je préfère parler plus avec le contexte aussi de l'infobésité et des médias, des écrans. Là, je préfère plus parler des adultes, nous, travailleurs. L'infobésité a modifié des choses dans notre cerveau, en tous les cas dans nos mécanismes. Et le premier mécanisme qui est touché, c'est, je pense que ça va vous parler si je fais à chaque fois des petits exemples et des métaphores, mais justement, on a parlé de la mémoire sémantique et aujourd'hui, pour engranger de nouvelles connaissances, c'est très difficile pour nous. On a créé un autre chemin qui s'appelle la mémoire de process, la mémoire de chemin d'accès, ce qui fait qu'en fait, on va plus retenir ce qu'on a tapé dans Google pour trouver une information plutôt que de retenir l'information. On retient les chemins d'accès. Dans notre ordinateur, on va de plus en plus s'organiser pour créer des dossiers qui ont des noms très déterminants, saillants et qui peuvent se discriminer d'autres dossiers, mais qu'on va arriver à retrouver avec des mots-clés pour se retrouver. Dans nos boîtes email, on commence aussi à faire des dossiers, des choses. On essaye de tout organiser, non pas pour mémoriser ce qu'il y avait dans le mail, mais pour retrouver cet email. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est qu'avec cette infobésité, on a été au début, on a souvent été pris dans tout cet engouement d'informations où on en voulait plus. Donc, il y avait un côté presque plaisir à avoir plus, avoir plus, avoir plus. Aujourd'hui, on sait tous qu'il faut qu'on mémorise, certes, le chemin d'accès, mais aussi la source émettrice de l'information. Et qui fait que si on trouve une information qui nous paraît plausible, crédible, avec des journalistes ou des scientifiques qui nous paraissent plausibles, on retournera sur le média qui nous a proposé ce genre d'information plutôt qu'un autre
où on voyait que l'information était peut-être un peu fausse ou pas complètement, hein, tout dépend, c'est fake news ou pas fake news, mais en tous les cas, on va faire aujourd'hui l'effort de retenir la source. Et quand je fais le mouvement vers le haut, c'est l'URL pour voir vraiment, bon, ok, je suis en train de lire un truc qui a l'air qui attrape mon attention, qui catch mon attention, mais qui me dit ça? Qui me raconte ça? Donc, ça a beaucoup changé même nos mouvements oculaires, en fait. D'aller tout de suite, quand on commence à lire, et d'un coup, c'est attention, je remonte à la source, je vais voir l'URL, l'adresse Internet pour savoir qui me fournit cette information. Et je pense que c'est très important. Et pendant le confinement, d'ailleurs, on s'en est extrêmement intéressé de ça, de voir qui nous fournissait les informations. Et peut-être même que certains se sont mis à lire qu'un ou deux médias, ou regarder qu'une ou deux chaînes, ou écouter qu'une ou deux radios. Mais on n'était plus dans la multiplicité, sinon ça faisait trop. Et enfin, l'infobésité a fait que, justement, comme il y a beaucoup d'informations, notre charge mentale est extrêmement éprouvée, la charge cognitive. Donc, c'est le fait de pouvoir traiter une ou plusieurs informations en même temps et qui va demander de la consommation d'oxygène et de glucose, hein, dans notre cerveau. Et en fait, on sait que quand on est en train de traiter une tâche, il nous faut un certain temps pour la traiter. Et s'il y a des distracteurs qui interviennent entre, ce qui arrive tout le temps, là, tout de suite, il y a une mouche qui peut passer devant moi et qui me capte. Et je sais tout de suite que je vais être captée, mais qu'il ne faut pas traiter cette information, que je revienne à ce sur quoi j'engage mon attention. Et en fait, ces distracteurs qui vont arriver dans nos tâches, donc notre téléphone qui nous donne des notifs, notre boîte email, des choses qui se passent partout, à droite, à gauche, il va falloir, même si on sait qu'il faut la filtrer, l'enlever, il faut qu'on la traite, cette information, à minima, pour dire stop, on la filtre, on l'évacue. Et en fait, on se rend compte qu'avec l'infobésité, tous ces distracteurs sont importants, nombreux, et en plus lourds en termes de charge cognitive pour pouvoir les évacuer. Donc, c'est ça qui est extrêmement compliqué et qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont besoin d'être coachées, entre guillemets, pour arriver à s'organiser au niveau de leur boîte email, de leur organisation d'agenda, de toutes ces choses-là, pour ne pas être captées en permanence. Alors, tu as parlé tout à l'heure, hein, de la mise en place de routines pendant le confinement. Maintenant, si on vante la mise en place de ces routines pour certains managers emblématiques, hein, qui les pratiquent, hein, comme autant de pratiques qui pourraient favoriser la performance ou capter les moments qui vont être différents pour chacun, mais qui recueillent une plus grande performance du cerveau, au moment où le cerveau est plus réceptif ou plus opérationnel. Est-ce une démarche, cette démarche de mise en place de routine à privilégier selon toi? Alors, on est tous un petit peu différents par rapport à ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des rythmes circadiens dans la journée qui sont essentiellement liés à notre insuline, à quand est-ce qu'on a pris nos repas, toutes ces choses-là, qui font qu'après avoir mangé, on a une petite baisse d'activité cérébrale puisqu'on est en digestion, hein. Et donc, c'est la même chose après la pause déjeuner, c'est la même chose le soir après avoir dîné. Donc, déjà, il y a ces rythmes-là pour tout le monde qui sont identiques. Donc, il est vrai que, par exemple, après la pause déjeuner, vers 14h, 14h30, en général, on est un petit peu plus fatigué que dans la matinée. Mais sinon, la chose sur laquelle je veux rebondir, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs qui publient des travaux depuis à peu près une dizaine d'années. Et ça devient une théorie puisque tous les chercheurs trouvent des résultats qui vont dans le même sens. Donc, il y a une dizaine d'années, il y a une zone du cerveau qui a été découverte et qui s'appelle le réseau de mode par défaut, et RMD, et qui est une zone du cerveau qu'on remarquait régulièrement active quand on faisait des IRM fonctionnels de personnes. Donc, c'est-à-dire IRM, c'est quand on regarde la cartographie de votre cerveau. Alors que fonctionnel, c'est quand on vous demande de faire des choses pendant que vous êtes dans l'IRM pour voir la consommation d'oxygène, de glucose, d'hémoglobine, enfin de plein de choses, pour voir l'activation des zones du cerveau différentes suivant ce qu'on vous a demandé de faire. Et en fait, quand on fait des expériences en IRM fonctionnel, dans la recherche, on fait faire une tâche qu'on va comparer à une tâche de repos, où on demande à la personne de ne rien faire. Et en fait,
on va soustraire l'activation des zones du cerveau pendant la tâche, moins, minus, l'activation pendant la période de repos, puisqu'on se rendait compte qu'il y avait toujours en fait de la consommation dans certaines régions du cerveau qui avait lieu même pendant qu'on vous demande de rien faire. Et en fait, on s'est rendu compte que pendant cette période de repos, c'est toujours les mêmes zones en fait qui sont activées. C'est des régions médianes et assez centrales. Et en fait, ces régions-là, il y a eu des études qui ont été faites par la suite et on s'est rendu compte qu'en fait, notre cerveau est tout le temps actif et que, en fait, pendant ces périodes de repos, il y a un process qui se met en place qu'on appelle de consolidation de la mémoire. Donc, quand vous avez eu beaucoup de choses à traiter, si par moment vous faites une pause de 2 à 5 à 10 minutes, vous avez l'impression de ne rien faire, vous rêvassez. L'un des titres d'un article scientifique, c'était rêvasser, rêvasser, rêvasser. C'est vraiment, si vous avez l'impression de ne penser à rien, en fait, c'est à ce moment-là que votre cerveau est en train de consolider tout ce qui s'est passé juste avant. Et deux, en plus de ça, et là, tous les créatifs, je pense, voient ce dont je vais parler. Il y a cette période de créativité qui se met en place où vous étiez en train de buter pendant une tâche de créativité. Vous faites une pause, vous avez l'impression que vous pensez à rien. Et en fait, il s'est passé des consolidations dans votre cerveau, une sorte de recul qui fait que vous revenez à votre tâche et là, pouf, miracle, toutes les choses reviennent. Donc, le grand conseil que beaucoup de chercheurs donnent, c'est euh, rien ne sert de faire des heures de travail cumulées énormes, puisque ce n'est pas là où vous serez le plus efficace. Au contraire, vous serez beaucoup plus efficace en cassant vos rythmes très régulièrement, à peu près toutes les heures, avec des pauses qui vous permettent de rêvasser. Vous avez l'impression que vous ne faites rien. Et ça c'est très efficace. Donc la course au burn-out, non. La course à rêvasser, oui. Merci, merci du conseil. Une question maintenant en rapport avec notre actualité contrainte et pour beaucoup encore confinés. Euh, Comment nos réunions virtuelles, nos réunions en visio impactent nos mécanismes cognitifs, nos perceptions pour le verbal, pour le non-verbal, pour l'émotion de nos collègues et l'impact sur la mémorisation, l'impact sur l'attention, l'impact sur la décision. Qu'en est-il selon toi? Alors, c'est très vaste et puis ça dépend un petit peu des secteurs dans lesquels on est, ou si on est dans un mode conférence ou dans un mode réunion ou dans un mode session de travail. C'est vraiment à chaque fois différent. Et combien d'intervenants parlent aussi, c'est important. Donc, il est clair et net qu'il y a beaucoup d'impact à faire un visio, quoi, de travailler en télétravail en mode visio sur une journée entière. C'est très énergivore. Je pense que vous l'avez tous constaté, ceux qui ont fait des visios à longueur de journée, c'est très fatigant parce que justement, on n'a pas le droit d'être inattentif, entre guillemets, et donc on doit être systématiquement attentif face à un écran qui ne bouge pas, où il n'y a pas de repères spatio-temporels, il n'y a rien. Donc c'est assez difficile. On est très vite capté quand on parle par notre propre image, en fait. C'est notre ego qui fait qu'on se regarde, on se check pour voir comment on est. Donc, c'est très compliqué de gérer nos mouvements oculaires aussi. C'est assez complexe. On a du mal à oser regarder nos notes parce que voilà, on est un petit peu gêné, alors qu'en salle de réunion, on ne ferait pas du tout ce genre de choses. Alors après, ça dépend des secteurs. Par exemple, je suis intervenue parce que des magistrats, juges, avocats m'avaient demandé pendant le confinement l'impact des visios, puisqu'il il y a des jugements qui se faisaient pendant le confinement en caméra, quoi, pas avec l'outil Zoom, mais donc c'était assez complexe pour les avocats d'arriver à jongler et non pas en présentiel, mais en visio pour défendre une personne qui était jugée. Et en fait, c'était encore plus compliqué puisque, par exemple, un avocat va utiliser le regard, l'émotion pour convaincre un juge, toutes ces choses-là, et ça devient extrêmement complexe. Donc, l'eye contact, on ne l'a pas. En visio, on ne peut pas. Moi, pour essayer de vous persuader, je vais avoir du mal à trouver tous vos regards et toutes les personnes qui assistent tout de suite à la conférence, je ne les vois même pas. Donc, je ne peux pas les attraper, les catcher. Donc ça, c'est extrêmement compliqué.
L'autre chose, petit conseil, je sais que ce n'est pas très pratique, mais il est assez important de surélever l'outil qui va vous filmer pour ne pas être trop par le bas. Et Audrey, pardon. Donc, c'est toujours mieux pour les yeux qu'on verra mieux. Donc, pour justement arriver à encore plus persuader de ce qu'on dit. L'outil crédibilité, mettre un petit peu de bouquin si on a envie d'être légitime, d'apporter une certaine légitimité, ou au contraire, si on a vraiment envie de que nous entendre, être sur un fond neutre pour que la personne ne se perde pas avec des choses qui sont derrière et qui nous attirent un petit peu bêtement. Qu'est-ce que je peux dire? Bah oui, dans un visio, tout ce qui nous manque, c'est le genou qui gigote en bas de nervosité et qu'on ne verra pas. Donc, pour tout ce qui est entretien RH, toutes ces choses-là, c'est assez complexe de voir le body language. On n'a aucune information par rapport à tout ça. Euh, toutes les entreprises qui aujourd'hui se sont mis entièrement au télétravail et qui ne souhaitent pas revenir au présentiel et qui vont continuer le télétravail, jusque-là avec les personnes de l'équipe qui se connaissaient déjà, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Mais par contre, pour les nouveaux arrivants qui vont arriver et qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, pour comprendre un peu sa psychologie, je pense que ça va être un peu compliqué. C'est très compliqué de capter la psychologie d'une personne en visio, qui arrive en retard à un visio, mais pourquoi, comment, alors que dans la vraie vie, on sait qu'il traîne à la machine à café parce que c'est un parleur et voilà, ou une parleuse. Et voilà, toutes ces choses-là, on ne les a pas. Donc, c'est ça qui complexifie un peu les choses. Et donc, par exemple, par rapport aux avocats, bien sûr, j'avais posé la question de s'ils avaient leur robe, puisque la crédibilité, étant donné qu'il n'y a plus le contexte d'un tribunal, le contexte d'un bureau, le contexte qui assoit l'autorité, il faut arriver à l'asseoir autrement et c'est extrêmement compliqué en fait. C'est juste avec des lunettes, une chemise et des livres, on n'a rien d'autre. On ne peut pas, on n'a pas le lieu qui peut impressionner ou en tous les cas légitimer quelque chose. Donc c'est ça aussi qui complexifie les choses. Donc ça c'est et en termes de personne qui reçoit le message, il est vrai qu'on peut décrocher assez rapidement, c'est assez fatigant puisque c'est monotone, c'est un écran et qu'il se passe moins de choses. Merci Dorothée. Je te propose qu'on prenne une première question du chat d'Olivier Dussert qui parle de méditation. Est-ce que la méditation favorise la meilleure performance de la mémoire? Il y a beaucoup de travaux dessus. Méditation ou en tous les cas faire baisser son niveau d'anxiété, dans tous les cas, permet une meilleure performance cognitive. Quand je parlais tout à l'heure de burn-out, c'est vraiment justement les personnes qui pensent qu'en travaillant plus, elles seront plus efficaces, alors que c'est au contraire, il faut au contraire revenir en arrière et plus savoir avoir des temps de pause, de rêvasser ou de méditation, de remettre son niveau cardiaque bas. Et au niveau de la méditation, c'est extrêmement efficace, bien évidemment. Pas que pour le cerveau, pour le corps entier et pour tout. Mais le sport aussi, hein. Le sport aussi, c'est extrêmement bon. Dès qu'il y a de la consommation d'énergie, de l'activité physique, il y a tout un système avec l'insuline qui fait que votre cerveau est entre guillemets plus efficace puisque plus réceptif au glucose, à l'oxygène, à toutes ces choses-là. Alors, une autre question de Bruno Versbicki qui fait écho à ce dont tu as parlé sur la modification de la mémoire et le fait qu'on était plus dans le process que dans le stockage d'informations. Est-ce que ça rend les individus plus créatifs? Est-ce que ça leur ouvre des potentialités ou est-ce qu'au contraire, ça les diminue dans leur performance ou dans leur créativité? C'est difficile. Il y a moins d'études. Il y a beaucoup d'études, mais à chaque fois, c'est un seul des sujets et pas tous les sujets en même temps. Et comme Audrey le disait tout à l'heure, moi, je suis très intéressée par le tout. C'est un tout et si on dérègle une seule des petites choses, ça peut un peu tout dérégler. Et au contraire, si on performe plus dans une chose, ça peut aussi tout dérégler. Euh, ce qui, euh, Ce qui est clair, c'est que au tout début de ce changement de système d'information, tous, on a été un petit peu perturbés. Aujourd'hui, je pense qu'on a mis beaucoup d'habileté motrice, donc la fameuse mémoire procédurale,
le savoir-faire qui fait qu'on a des automatismes aujourd'hui pour savoir gérer nos emails, les ranger, classer. On a beaucoup d'automatismes, certes, qui quelquefois sont difficiles à partager en équipe. Donc, c'est là où il peut y avoir des travers en termes de performance, puisque chacun a ses petites méthodes et qu'il faut savoir les partager avec d'autres pour que ce soit efficace. Et en termes d'efficience, c'est toujours un peu difficile de parler de niveau ou de… En tous les cas, je ne parlerai jamais de QI. Mais en attendant, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on n'est pas tous égaux si on n'a pas mis en route et si on n'a pas les outils, les moyens financiers aussi pour avoir les outils, le bon téléphone, le bon ordinateur qui nous permettent de gérer et stocker cette information dans de la nouvelle technologie. Il y en a encore qui sont à l'ancienne méthode, hein, en cahier, en agenda papier, toutes ces choses-là. C'est un petit peu plus compliqué et lourd à porter en termes de sac, mais ça reste une méthode. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais sinon, je voulais vous proposer aussi des lectures de livres. Bien sûr, je t'en prie. Alors, celui-là, c'est mon chouchou. Donc, Albert Moukaïber, votre cerveau vous joue des tours. C'est écrit de manière très simple et c'est correct scientifiquement. Et il parle de quelque chose qui est très à la mode en ce moment, dont on parle très souvent, ou moi on me sollicite souvent pour en parler, les biais cognitifs, tous les biais qui font que notre cerveau n'est pas rationnel du tout, qui fait que c'est pas forcément de la manipulation ou de l'influence, c'est juste que notre cerveau fait de l'économie d'énergie systématiquement pour ne pas retenir toutes les plaques d'immatriculation quand je sors dans la rue. Hein. Donc, c'est des systèmes de filtre, de vouloir se sentir rationnel qui fait que quelquefois, on est complètement irrationnel. Et donc, en termes d'irrationalité, il y a un chercheur qui s'appelle Dan Ariely, qui est magnifique. Vous pouvez regarder des TEDx aussi de lui. Il est exceptionnel et il vous parle de tout ce qui fait qu'on est irrationnel et que notre cerveau traite beaucoup des informations de manière relative. Il compare toujours les choses. Le cerveau ne sait pas que quelque chose est grand, il sait que c'est grand par rapport à autre chose. Le cerveau ne sait pas que quelqu'un est beau, il sait que c'est beau par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, pour rire, il va dire quand tu sors en boîte de nuit, sors avec quelqu'un d'un peu moins beau, tu as plus de chance. Bon, enfin bref, c'est des petites rigolades parce qu'il aime bien parler voilà, avec ce petit humour. Et là, c'est un ancien collègue aussi parce que dans les sciences cognitives et les neurosciences, beaucoup se les accaparent, beaucoup de personnes, certains neuroblablateurs, d'autres moins. Et là, il y a un ancien chercheur avec qui je travaillais qui a écrit ce livre. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça s'appelle Penser droit, c'est sur le cerveau droit. Mais pas le cerveau droit, celui dont vous avez entendu parler. Il y a le neuromythe qui dit qu'on aurait un cerveau gauche et un cerveau droit. Ce n'est pas du tout prouvé par les scientifiques en termes de créativité, toutes ces choses-là. Mais par contre, oui, l'hémisphère droit de notre cerveau a des spécialités, des spécificités, notre cerveau gauche aussi, plus de manière cognitive. Mais ce qui fait que, par exemple, on va être très créatif, c'est si la relation entre nos deux hémisphères est très musclée, j'ai envie de dire, je prends plein de mots, les scientifiques hurleraient. C'est une substance blanche qui est ici, qui relie nos deux cerveaux. Plus cette substance blanche, la relation entre les deux hémisphères, s'est musclée, et ça peut vraiment se muscler, se construire, plus vous allez être créatif, plus vous allez pouvoir passer de zone en zone, et plus vous allez être performant. Merci Dorothée, c'était passionnant, c'était passionnant. Merci de ces dernières références aussi.